Alors, il y a à peu près 1 an et demi, j'étais à une table ronde aux côtés de Jean-Louis Laville et Philippe d'ailleurs, et nous avions été interpellés par un participant dans la salle qui nous invitait, voire nous incitait à joindre nos champs de recherche respectifs, l'économie sociale et solidaire d'un côté et les restructurations de l'autre. Alors nous y étions à l'époque engagés, et donc je suis très heureuse de pouvoir aujourd'hui ouvrir cette conférence sur les restructurations dans le secteur associatif. Au-delà de cet engagement, c'est, je crois, un sujet plus que jamais d'actualité, de par la multiplication des pratiques de restructuration et de regroupement d'associations, mais aussi si l'on se réfère au projet de loi sur l'économie sociale et solidaire, où il est fait explicitement mention de ces questions de restructuration. Mais je pense qu'on y reviendra au cours de l'après-midi. Alors, de quoi parle-t-on? Que sait-on aujourd'hui sur les restructurations? Quel type d'enseignement on peut en tirer pour demain? Je voudrais effectivement, en guise d'introduction de cet après-midi, souligner quelques points saillants qui ressortent de la littérature, qui aujourd'hui devient assez foisonnante et qui est consacrée à l'analyse des pratiques de restructuration dans les organisations de l'économie de marché, pour qu'ensuite les échanges qu'on va avoir dans l'après-midi puissent faire écho à cet état des connaissances, si on peut dire ça comme ça, sur les restructurations de manière générale. Alors, je vais essayer d'aborder trois points qui me semblent importants. Je reviendrai, premier point, sur la notion même de restructuration et sur les réalités qu'elle recouvre. Deuxième point que j'aborderai, ce sont les effets des pratiques de restructuration et toute leur complexité. Et puis, en troisième point, un peu en guise de conclusion et d'ouverture sur la suite de la table ronde, j'essaierai de poser quelques questions qui me semblent fondamentales et qui traversent à la fois les restructurations dans le secteur marchand et les restructurations dans le secteur associatif. Alors, premier point, la notion de restructuration. Je vais essayer de dire en quoi cette notion de restructuration recouvre des réalités multiples et un certain nombre de paradoxes. D'abord parce que la notion de restructuration n'est pas un terme juridiquement précis. C'est une notion, ce n'est pas un terme juridique. Par ailleurs, c'est un terme qui fait peur. C'est-à-dire quand on dit restructuration, dans les débats, dans les actualités, on associe bien souvent restructuration à suppression d'emplois. Plus généralement, restructuration signifie des bouleversements majeurs qui concernent le travail, qui concernent l'emploi, à la fois dans leur dimension quantitative et qualitative. Donc c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui fait débat, où il y a des controverses, etc. Alors d'autres termes gravitent autour de cette notion de restructuration, celle de mutation, qu'on voit apparaître aussi, mutation économique, mutation plus largement, de réorganisation, de regroupement, etc. Alors il y a une définition qui est donnée par Didry et Jobert qui me paraît assez complète, qui disent, finalement, c'est un processus de réorganisation qui affecte le périmètre de l'entreprise, son capital, ses marchés, ses méthodes, son organisation du travail, les compétences de ses salariés, et qui se caractérise par un impact plus ou moins direct sur l'emploi, tant dans son volume que dans ses dimensions qualitatives. Donc, ça signifie que ces restructurations, ce sont autre chose que simplement des micro-changements continus ou quasi quotidiens. C'est un événement, ce sont des décisions stratégiques et intentionnelles, ce qui les différencie de changements plus diffus ou plus émergents, qui entraînent des ruptures qui ont des effets ou qui peuvent avoir des menaces sur l'emploi, à la fois en termes quantitatifs et qualitatifs, et des décisions qui prennent des formes de plus en plus variées. J'y reviendrai. Alors, au-delà de ces aspects de définition, je disais, il y a un certain nombre de paradoxes derrière tout ça. Le premier paradoxe qu'on peut citer de manière assez générale sur ces restructurations, c'est que les pratiques se généralisent, prennent des formes multiples, des regroupements, fusion, acquisition, absorption, des reconfigurations de périmètre d'activité, l'externalisation, de la sous-traitance, de la cession d'activité, des faillites, des fermetures de sites et d'établissements. Mais
paradoxalement, généralisation des pratiques, mais des études qui restent finalement assez rares, en tout cas très dispersées, un déficit de données très, très fiables et très complètes, et un déficit flagrant d'évaluation des pratiques également. Les données sont partielles. Dans le secteur marchand, on a beaucoup de données sur ce qui est le plus visible, qui sont les PSE, les plans de sauvegarde de l'emploi. Très peu de choses sur le reste qui pourtant correspondent à une part de plus en plus importante des restructurations. Bref, c'est un objet complexe, difficile, sensible, difficile à appréhender et qui nécessite un regard pluridisciplinaire et des approches multi-acteurs, parce qu'il y a une diversité d'acteurs partie prenante de ces processus de restructuration. Deuxième type de paradoxe, à titre d'illustration, c'est qu'il y a une forme de banalisation, d'institutionnalisation des pratiques de restructuration, avec, ce qui est montré assez largement dans la littérature, des sortes d'effets mimétiques. On fait des restructurations parce que tout le monde fait des restructurations, des comportements mimétiques, et ces comportements mimétiques qui sont probablement diffusés par la formation, les groupes d'échange, les réseaux professionnels, etc. Peut-être aussi une conférence ici comme celle-là. Mais aussi diffusés par le poids des normes, le poids des financeurs, les incitations des pouvoirs publics. On y reviendra sur le secteur associatif. Et en même temps, donc ce paradoxe, banalisation, mais une banalisation qui ne doit pas minimiser l'ampleur des effets des restructurations, qui demeurent, malgré cette banalisation, à la fois en termes de déstabilisation, voire de rupture, qui portent à la fois à des niveaux individuels, à des niveaux organisationnels et aussi à des niveaux territoriaux. J'y reviendrai. Donc ça, premier point, cette notion de réorganisation qui recouvre des réalités multiples et un certain nombre de paradoxes. Deuxième point, les effets des restructurations s'avèrent complexes et contingents, j'allais dire plus complexes et contingents que parfois on a tendance à le penser. Des effets complexes parce que, je viens de le dire, ces effets portent à la fois sur des individus, mais aussi sur des collectifs de travail qui peuvent être touchés par ces restructurations ou ces réorganisations, sur l'organisation elle-même et sur les territoires. Des effets sur une diversité de plans économiques, financiers, sociaux, psychologiques, etc. Et des effets qui peuvent avoir plusieurs termes dans le temps, des effets immédiats, des effets différés, des effets directs et des effets indirects. Ce qui conduit un certain nombre de chercheurs à parler du paradoxe de la performance des restructurations, des opérations de restructuration, et plus précisément quand il s'agit de fusion d'acquisition, de constater un taux d'échec élevé des opérations de fusion et d'acquisition. Je parle toujours du secteur marchand. Ces opérations, quelles qu'elles soient, ne produisent pas nécessairement les effets escomptés. Ce qui renvoie à l'existence indéniable, et là aussi un certain nombre de recherches l'ont montré, d'effets induits, d'effets cachés, qui rentrent dans cette balance coût-avantage des opérations de restructuration. Effet complexe, effet contingent. D'autre part, contingent parce que un certain nombre d'études montrent bien que l'ampleur et la nature des effets des pratiques de restructuration dépendent du contexte dans lequel cette opération se situe, de la nature même de la restructuration, mais aussi de ses motifs. Est-ce qu'on est dans une stratégie défensive? Est-ce qu'on est dans une opération plutôt offensive? Est-ce qu'on est sur des motifs purement opérationnels, voire techniques? Bref, tout un ensemble d'éléments de contexte, d'éléments de contingence qui rendent les pratiques très différentes et qui produisent des effets eux-mêmes assez différents. D'où l'importance de réfléchir à ces pratiques selon les contextes pour essayer d'en minimiser les effets, au moins les effets négatifs, et éventuellement d'amplifier les effets positifs. Ce qui pose la question de savoir quels sont les leviers du management par rapport à ces opérations de restructuration, en termes d'anticipation, en termes de maintien d'un certain sentiment de justice organisationnelle dans la manière dont se passe et dont est mise en œuvre la restructuration, ceci passant, on y reviendra, par des pratiques de communication, d'information et d'accompagnement tout au long du processus. Et là aussi, tout un ensemble de travaux sont consacrés à ça, notamment dans le cadre d'analyse de la justice organisationnelle et du contrat psychologique qui lie l'employeur à ses salariés. C'est-à-dire quelles sont les attentes et les promesses réciproques
des employeurs et des employés, et comment, dans une situation de restructuration, ces attentes réciproques sont mises à mal, dans un certain nombre de cas, avec des conséquences potentielles coûteuses pour l'organisation, pour les individus. Sur le cas plus précis des fusions-acquisitions, là aussi une littérature met en évidence les causes d'échec classiques des fusions et acquisitions, en termes de clarté plus ou moins grande de l'intention stratégique qu'il y a derrière l'opération de fusion-acquisition, en termes aussi de taille de l'opération, mais aussi et surtout, j'allais dire, en termes d'incompatibilité ou de difficile compatibilité organisationnelle et culturelle entre les organisations concernées et d'une mauvaise gestion du processus de rapprochement, notamment dans sa phase d'intégration des structures. Donc, ce deuxième point pour dire des effets des restructurations qui sont complexes, qui sont à la fois visibles mais aussi cachés, qui sont directs mais aussi induits, et qui sont très contingents en fonction de la manière dont les restructurations sont mises en place et en fonction des objectifs, des motifs de cette restructuration et du contexte plus général dans lequel il s'inscrit. Troisième point de mon propos, au-delà de cette notion de réorganisation et de ces pratiques et de leurs effets, il me semble qu'il y a un certain nombre de questions fondamentales qui demeurent pour le secteur marchand d'une part, mais aussi ces questions me semblent être porteuses de sens pour le secteur associatif également. Premier élément qui me semble intéressant et qui est une question fondamentale qui nous préoccupe, nous chercheurs, sur ces questions de restructuration, c'est la question de la légitimité des restructurations. Dans le secteur marchand, on est passé de restructuration qu'on a qualifiée de restructuration de crise à des restructurations de compétitivité. Et la question se pose alors de l'acceptabilité sociale d'une restructuration dite de compétitivité. Comment justifier, comment faire accepter que l'on restructure pour être plus compétitif? À moins que ça ne soit, et la question, me semble-t-il, se pose aussi comme ça dans le secteur associatif, à moins que ça ne soit des restructurations pour assurer la pérennité de l'organisation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc une question autour de cette notion de légitimité des restructurations qui me semble être un point fondamental. Deuxième question tout aussi fondamentale, et assez épineuse, c'est la question de la responsabilité ou des responsabilités. Responsabilité de qui? Responsabilité de quoi? Quel partage de responsabilité doit-on prôner entre les employeurs, les décideurs, les salariés, les pouvoirs publics, les acteurs locaux, l'Europe, etc. On voit bien que la question de qui est responsable de quoi et quel partage veut-on en termes de responsabilité de ces décisions et de ces pratiques de restructuration est une question délicate. Et puis, responsabilité de quoi? Quel est l'objet de la responsabilité? On est responsable de quoi? On est responsable de l'anticipation de l'opération de restructuration? Est-on responsable du maintien dans l'emploi des salariés concernés dans ces organisations qui se restructurent? Ou bien responsable de l'employabilité, comme on le dit de plus en plus aujourd'hui, responsable de la sécurisation des parcours et du devenir des salariés, etc., etc. Là aussi, on voit bien que la question du partage des responsabilités se combine à la question de l'objet de la responsabilité. De quoi est-on responsable? Plus généralement, ces deux questions de légitimité et de responsabilité s'ajoute la question des modalités de la régulation sociale autour de ces opérations de restructuration. Alors, pour finir, qu'en est-il pour les associations? Alors, pour l'instant, je me contenterai de lancer de manière assez intuitive, sous forme de questions, une série de problématiques qui me semblent communes et qui me semblent potentiellement riches et stimulantes pour le secteur associatif. Une série de problématiques communes avec le secteur marchand, mais, me semble-t-il, qui prennent une coloration spécifique dans le contexte associatif. Alors, parmi ces questions, je citerai tout d'abord, en termes que j'ai mentionnés, la question de l'anticipation, qui est une question majeure dans le domaine des restructurations, et qui plus généralement renvoie à la question des temporalités dans le processus de restructuration. Temporalité entre le moment où
les motifs de la décision de restructurer apparaissent, entre où la décision est finalement prise, où la décision est connue, où la décision est mise en place, est négociée, etc., etc. Il y a tout un ensemble de temporalités, il me semble, variées. Est-ce que le temps ou est-ce que les temporalités de l'association sont les mêmes que les temps ou les temporalités de l'organisation marchande? C'est une question que je pose à ce stade. Deuxième question que je lance aussi de manière un peu intuitive, autour de cette question de légitimité et d'acceptabilité des restructurations, qui renvoie à la question aussi des motifs et de la justification de cette décision de restructurer. Quelles sont les pressions qui s'exercent sur la gouvernance des entreprises et des associations par d'autres parties prenantes, comme les pouvoirs publics ou les financeurs? Quelles sont les attentes spécifiques des membres des associations et des autres parties prenantes en la matière, et du coup, comment se construit cette acceptation ou cette acceptabilité sociale des restructurations dans le secteur associatif? Est-ce qu'elle repose sur les mêmes leviers, sur les mêmes critères, sur les mêmes facteurs que dans le secteur marchand? Troisième question que l'on peut lancer à ce stade, c'est la question du dialogue en interne qui doit sous-tendre la procédure, le processus de mise en place des restructurations, notamment en termes de qualité de l'information, de la communication, ce qui renvoie, me semble-t-il, aux dimensions démocratiques et aux dimensions de transparence qui, peut-être, sont plus culturellement inscrites dans les pratiques du secteur associatif. Enfin, dernière question ou dernière problématique qui me semble avoir de l'importance dans le secteur associatif et qui fait écho à des problématiques de plus en plus prégnantes dans le secteur marchand, c'est la dimension territoriale des restructurations, qui, je crois, prend un sens ou une forme un peu spécifique dans le secteur associatif, autour du rôle des associations dans le développement des territoires, et autour des liens entre les collectivités territoriales et les associations. Toutes ces questions sont autant de questions que l'on trouve en filigrane ou plus clairement ou plus explicitement dans l'esprit ou dans la lettre du projet de loi sur l'économie sociale et solidaire, qui évoque les questions d'opacité, de transparence à l'origine de risques juridiques. Et ces questions sont autant de questions dont nous nous proposons de nous emparer dans les mois et les années à venir, parce que le temps de la recherche est un temps long, dans le cadre d'un programme de recherche autour de toutes ces questions.